La Corée du Nord a des stocks d'armes considérables et la Corée du Nord reste un pays isolé du reste du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'actualité. Juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler comme toujours la sortie de notre nouveau magazine Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et sur notre site internet www.omertamedia.fr. Aujourd'hui, je suis avec Régis Sommier comme toujours. Bonjour Clara. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de Corée du Nord. L'Iran aurait-elle pu frapper Israël avec une telle précision sans les transferts de technologies balistiques venus de Corée du Nord, selon vous, Régis? Alors, l'histoire de la participation, on va dire, on va dire de la participation initiale de la Corée du Nord au programme de fabrication de missiles en Iran, elle est assez intéressante. En effet, on sait que depuis des années, c'était presque une constante dans le développement militaire en Corée du Nord, c'est cette fabrication, cette obstination à fabriquer des missiles de toutes sortes. Donc, c'est pas les Iraniens n'ont pas été les premiers à se lancer dans cette aventure du missile longue, moyenne portée, courte, moyenne et longue portée, puis balistique. Les Coréens, depuis des années, et ça remonte bien avant même Kim Jong-un, c'était à l'époque de son père Kim Il-sung, il y avait déjà ce programme, et même je pense qu'il date même d'avant. Donc les Coréens ont pendant des années travaillé sur ces missiles. Et en 2003, en réalité, c'est là où les choses commencent vraiment. Les Coréens fournissent aux Iraniens un de leurs missiles. Alors à l'époque, c'est des missiles, ce qu'on appelle Tapodong, pardon, Tapodong 1, ça c'est la nomenclature, le nom du missile, et grâce à une combinaison d'autres missiles, notamment le SS-4 soviétique, qui est un vieux SS-4 dont ils reprennent le propulseur, les Iraniens vont concevoir leur premier missile à longue portée, qui s'appelle le Shahab, et le Shahab va être progressivement transformé, amélioré, va devenir un missile balistique, le premier, le plus connu dans l'arsenal iranien. Donc, ce qui est intéressant, c'est de constater que oui, ce programme nord-coréen de fabrication de missiles, dont on va dire qui était devenu une menace certes pour le Japon, pour les pays environnants, mais on imaginait que la menace de la Corée du Nord était circonscrite. Or, en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que quand on voit le degré de sophistication dont font preuve les Iraniens dans leur frappe contre Israël, on peut se dire que oui, ça s'est exporté, cette technologie s'est exportée, et cette technologie a été améliorée, complétée par un pays évidemment beaucoup plus riche que la Corée du Nord, qui est l'Iran, un pays qui a accès à des minéraux qui entrent dans la composition de ces missiles, alors que la Corée est plutôt pauvre. Et donc, en fait, au départ, le travail des Nord-Coréens, effectivement, s'est exporté en Iran. Est-ce que la Corée du Nord est devenue l'arrière-boutique militaire des puissances hostiles à l'Occident, selon vous, en armant à la fois la Russie en Ukraine et l'Iran au Moyen-Orient? Alors, elle n'arme pas vraiment l'Iran. Elle a fourni des missiles qui ont été copiés, disséqués et produits en Iran. Donc ça, c'est ce que je viens de décrire. Maintenant, il est vrai que la Corée du Nord a des stocks d'armes considérables, qu'en septembre 2023, Kim Jong-un s'est rendu à Moscou. À l'époque, la rencontre avec Poutine s'est déroulée comme des dizaines de rencontres officielles qui peuvent se produire à Moscou tous les ans. Elle a été commentée, mais on n'en connaissait pas les conséquences. Et en fait, les conséquences, on a commencé à les connaître à l'hiver 2023. Alors, avec Omerta, nous étions sur un des fronts du Donbass, hein, et nous avons pu constater à l'époque que les Coréens avaient fourni en masse
des obus de 122 mm et de 152 mm. Ce qui est très intéressant, c'est que cette période correspond à une période de vache maigre, on va dire, et pour l'Ukraine et pour la Russie en termes de munitions, et particulièrement de munitions d'artillerie. Et la Corée du Nord va venir, on va dire, fournir à la Russie des millions d'obus. C'est pas simplement c'est vraiment des millions qui, on a pu le constater là aussi, étaient des obus qui ne fonctionnaient pas toujours. On va dire qu'il y en avait 1 sur 3 qui avait un petit peu de mal à partir. Mais finalement, ça a assuré la transition à un moment où les Russes n'avaient pas encore redémarré au maximum leurs usines de production de munitions et en particulier d'obus. Maintenant, ils l'ont fait. Et donc la Corée du Nord est arrivée à point nommé pour suppléer à la Russie et lui permettre de continuer de bombarder sur ces fronts. Il faut rappeler que la guerre en Ukraine, on parle souvent des drones, on parle souvent des offensives et autres, mais c'est essentiellement un duel d'artillerie où le rapport feu est très important. Et le rapport feu à l'époque, c'est-à-dire le nombre d'obus tirés d'un côté et de l'autre, est devenu de façon conséquente en faveur de la Russie. Alors justement, est-ce que la Corée du Nord a joué un rôle décisif dans la défense russe? Alors, elle a joué un rôle décisif, elle a joué un rôle de complément. Il y a eu un traité militaire de coopération mutuelle qui a été signé entre la Corée du Nord et la Russie, ce qui est intéressant aussi. Ça veut dire que aujourd'hui, la Corée du Nord, si elle est menaçante à nouveau pour le Japon, notamment avec des tirs de missiles, comme elle le fait d'habitude depuis des années, là, elle a de façon par traité une coopération avec la Russie qui impliquerait que la Russie interviendrait en cas d'intervention occidentale en Corée du Nord. Ce qui n'était pas le cas avant, ce qui n'a pas été le cas avec l'Iran. La Russie a certains traités de coopération militaire, mais pas des traités de coopération mutuelle de la même nature que celui qui a été signé entre Poutine et Kim Jong-un. Donc c'est donc important, c'est-à-dire que la Corée du Nord n'a pas fait ça gratuitement, elle a fait ça aussi pour se protéger en embarquant la Russie, on va dire, dans cette protection, et qu'elle a fourni donc non seulement des obus, mais elle a aussi fourni des missiles aux Russes, les fameux KN-23 et les KN-25, deux types de missiles qui ont été fournis avec les ingénieurs attitrés. Un certain nombre de soldats également, même s'ils n'ont pas été déployés massivement, mais ils ont participé à l'offensive de Koursk. Et d'ailleurs, Poutine, Gerasimov, le chef d'état-major des armées russes, et le ministre de la Défense ont remercié les Nord-Coréens de cette aide. Donc cette aide, pas gratuite, qui permet à Kim Jong-un, justement, de protéger son régime en se mettant sous le parapluie russe, on va dire. La Corée du Nord, elle est souvent perçue comme archaïque et folklorique, en tout cas pour les Européens. Est-ce qu'elle peut être vraiment un acteur stratégique dans ces nouvelles guerres? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a eu tort pour la Corée du Nord de la regarder comme une forme soviétique attardée. Ce qu'elle est probablement, hein, c'est un régime dictatorial extrêmement sanguinaire, avec des camps qui affame une partie de sa population et dont la manifestation, et en particulier le culte de la personnalité, ressemble à ce qui pouvait exister en Union soviétique sous Staline. Une forme, on va dire, une sorte de capsule d'espace-temps qui a persisté dans le monde moderne. Voilà. On a eu tort de, je dirais, la regarder comme un régime amené à disparaître, puisqu'il n'a pas disparu. Et même Donald Trump s'y est penché. Souvenez-vous qu'en 2018, il s'était rendu en Corée du Nord. Il avait rencontré Kim Jong-un, espérant faire évoluer le régime, espérant déjà à l'époque apporter des solutions de paix dans la région qui ne se sont absolument pas matérialisées. Mais enfin, il y a eu cette volonté de la part de Trump, un peu comme ce qu'il essaye de faire avec Poutine et avec l'Iran aujourd'hui, c'est-à-dire d'obtenir des accords pour arracher la paix. La tonalité guerrière du monde aujourd'hui montre que Trump, finalement, a des belles intentions, mais qu'elles se concrétisent peu. Et la Corée du Nord reste un pays isolé
du reste du monde, même s'il produit en effet de l'armement qui a des conséquences, comme on l'a expliqué pendant cet entretien, a des conséquences ailleurs, que cette technologie, elle est réutilisée, que ces vieux obus, eh bien, ils arrivent à point nommé à un moment pendant la guerre en Ukraine. Donc, donc il y a une importance, mais ça reste un pays qui est isolé aux confins de l'Asie, dans un coin perdu, très loin des routes du monde. Voilà. Mais est-ce que son alliance avec Moscou et Téhéran peut quand même redessiner l'ordre militaire en tout cas? Non, je pense pas. L'impulsion était là, la recherche, on va dire, et l'obstination des Coréens du Nord à fabriquer leurs missiles a servi aux Iraniens. Les Iraniens sont emparés des premières technologies, ils les ont combinées, je l'expliquais, avec des technologies soviétiques, et progressivement se sont émancipés de tout ça. La façon dont aujourd'hui ils opèrent avec la balistique est quand même assez remarquable du point de vue d'un pays qu'on imaginait isolé aussi, qui est sous sanction. C'est un pays qui, depuis 1979, depuis le retour, l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini et l'instauration de la République islamique d'Iran, ce pays est sous sanction, qu'il ait pu contourner ces sanctions, fabriquer des choses à domicile et développer cette technologie est assez bluffant. Et là, encore une fois, c'est aussi, même si on a toujours tendance à dire attention, l'Iran, c'est les héritiers des Perses, une grande civilisation, mais on a toujours considérablement, et c'était toujours notre problème en Occident. Je viens d'écrire un livre sur la notion de diable qui s'appelle Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, qui montre, dont un des aspects est de montrer justement que ce sentiment de supériorité que nous avons par rapport à des pays que nous jugeons archaïques, que nous jugeons éloignés, que nous jugeons, on va dire, à terme amenés à disparaître ou pas du tout dans la marche du monde, eh bien cette arrogance nous dessert. Elle nous dessert parce que nous n'arrivons pas à anticiper ce qui peut arriver. Et là, en l'occurrence, voilà, l'Iran est un acteur sérieux. L'attaque d'Israël, l'Israël a toujours l'avantage, mais l'Iran a manifesté quand même une capacité à se défendre, avec encore beaucoup d'inconnus dans ce conflit, puisque la vraie question, c'est qu'on ne sait pas combien les Iraniens disposent de missiles en stock. Certains disent 2000, d'autres 10 000, certains vont jusqu'à 20 000. En tout cas, c'est un vrai problème qui se pose aujourd'hui pour Israël, qui n'a pas la taille de l'Iran, c'est un tout petit pays, et donc la capacité de frappe de l'Iran, si elle continue à s'exercer sur Israël, peut provoquer des dégâts assez considérables. Merci beaucoup Régis, affaire à suivre. Merci. On peut aussi retrouver votre édito, il me semble, tout à fait, sur notre site internet. Sur Kim Jong-un, absolument. Et merci beaucoup et on se retrouve très bientôt. Merci. Merci beaucoup à vous et merci de nous avoir écoutés. À très bientôt.